L'échec du dialogue politique au Burkina Faso, la symbolique de la présence de Uhuru Kenyatta, premier président en exercice à se présenter devant la Cour pénale internationale, et les suites de la mission du Fonds monétaire international au Mali sont les principales articulations de notre émission de ce dimanche qui reçoit Adam Thiam du Républicain et de arawanexpress.com, M. Gassou Drabo, journaliste ancien ministre, Adama Dramé du Sphinx et Serge Daniel, journaliste écrivain. Burkina Faso, le dialogue politique initié par le président Compaoré vient d'échouer. L'opposition sous la houlette de Zéphirin Diabré a quitté justement la table de ces concertations. C'était le lundi dernier. Là-dessus, nous écoutons ici la réaction de la majorité par Assimi Kwanda. Malgré le blocage des travaux par l'opposition politique, à deux reprises, par le biais de suspensions, l'une pour requérir le point de vue du président du Faso et l'autre pour consulter sa base, la majorité, toujours convaincue que le dialogue inclusif doit être sous-tendu par un esprit de concession mutuelle, est restée ouverte à la recherche d'une formulation consensuelle sur ce point. À notre grande surprise, au lieu d'une poursuite des discussions pour chercher à s'accorder sur ce point, l'opposition politique, à la reprise du lundi 6 octobre 2014, a mis fin brutalement et unilatéralement au dialogue politique initié par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en arguant que la formulation de ce point n'étant pas conforme à ses attentes, elle ne peut poursuivre les discussions et met par conséquent fin à sa participation au dialogue. Voilà. Assimi Kwanda de la majorité. Au cours de cette émission, si les conditions techniques le permettent, nous allons tenter d'entrer en contact avec Dieudonné Zungrana du journal Aujourd'hui au Faso, si les conditions techniques le permettent. Mais déjà, Adama Dramé, par rapport à cet échec, est-ce que c'était biaisé d'avance? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Il fallait s'y attendre. J'aurais voulu quand même qu'on ait la déclaration de l'opposition par rapport à la rupture. Ce dialogue ne tournait qu'autour d'un seul et unique problème. C'était la modification de la Constitution pour permettre à Blaise de remplir. Et effectivement, j'étais même surpris que l'opposition ait participé à ces assises-là, parce qu'au préalable, elle a été très claire, pas de modification de la Constitution pour permettre à Blaise de se présenter. Ils ont fait des efforts, peut-être qu'ils ne voulaient pas qu'on leur rejette la responsabilité de la rupture, mais la rupture, elle était imminente et compréhensible. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la suite des événements au Burkina Faso. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'actuellement, vous avez de bonnes volontés qui sont en train de tout faire pour que le dialogue reprenne d'une manière ou d'une autre entre le pouvoir et la majorité. À ce stade, le président du Faso, Blaise Compaoré, n'a toujours pas parlé de ses intentions, mais je reste persuadé que dans les jours, peut-être dans les semaines qui arrivent, très rapidement, on va savoir ce qu'il veut. Ce qu'il va faire, est-ce qu'il va appeler à un référendum, est-ce qu'il va faire marche arrière, ce qui va se passer. Je pense que la parole présidentielle au Burkina aujourd'hui est attendue après la rupture des négociations entre le pouvoir et la majorité. Adam Thiam. Je crois que c'est clair que le but de l'exercice pour moi, c'était d'amener les partis à constater leur désaccord. Compaoré ne pouvait pas s'attendre du tout au fait que l'opposition allait dire oui au référendum, et l'opposition ne s'attendait pas à ce que Compaoré dise « ok, je renonce ». Donc, le but de l'exercice, c'était d'amener les partis à constater le désaccord, et je pense que le message qu'on en retient pour Compaoré, c'est de dire « ok, je vais aller au référendum ». Oui, monsieur le ministre, sur la question. Oui, je pense que je rejoins à peu près l'analyse des trois confrères.
l'exercice était formel, l'issue était prévisible. Et je crois qu'il faut insister sur ce que Serge évoquait, c'est-à-dire l'inquiétude dans la sous-région, étant donné que le Burkina est quand même un acteur politique majeur et qui a l'habitude de faire de la médiation plutôt que de se retrouver au sein d'un conflit. Et vous avez vu que très certainement, dès le début des tensions, le président Ouattara a envoyé le président de l'Assemblée nationale pour s'inquiéter de la montée des antagonismes. Donc on espère tous que ça puisse aller vers une issue raisonnable. Je crois que, mais plus largement que ça, on voit qu'il y a un problème de remise en cause des schémas d'expérience démocratique qu'on avait inaugurés dans les années 90. Aujourd'hui, un peu partout, vous voyez les pays africains qui se disent que l'observation stricte de ces principes est peut-être aujourd'hui dépassée. On va vers des formes de prolongation de pouvoir, mais qui mettent effectivement en danger l'équilibre du pays. Et Adam, est-ce que le constat d'échec n'est pas imputable à la méthodologie du dossier? Puisque Blaise Compaoré, il est lui-même partie prenante, c'est lui qui initie ce débat-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit, par exemple, les religieux, la société civile, qui initie ce genre de concertation? Peut-être étant donné que l'Église, par exemple, est contre le maintien du président Compaoré. Est-ce que les choses n'ont pas été biaisées à partir de là? Bien sûr, puisqu'il était partie prenante, c'est biaisé. Mais je crois que même si on avait trouvé des acteurs qui ne sont pas partie prenante, qui sont neutres, etc., il aurait été difficile d'amener, par exemple, le régime à renoncer tout de suite au référendum ou l'opposition à accepter le principe du référendum. Ce que Gassou Drabo a dit, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le pouvoir. Et puis au-delà du Burkina, je crois qu'il y a une dizaine d'élections prévues dans la sous-région. Au-delà du Burkina, il y a cette fameuse clause de l'alternance qui pose problème un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, l'Union africaine avait proposé le protocole additif de paix et de sécurité, dans lequel on dit que celui qui change le mandat ne peut pas être candidat à cette élection. Je pense que c'est la meilleure manière de résoudre ce problème. Je voudrais insister sur la dimension sous-régionale de la question au Burkina Faso. Ça intéresse tout le monde. On a récemment attribué au président sénégalais des propos. Il n'a pas démenti, j'ai lu dans la presse, qu'il aurait déclaré en privé ou officiellement qu'il était plutôt pour que on puisse permettre à Blaise Compaoré la possibilité de se présenter. Ouais. Je pense qu'il y a des mécanismes, Adam en parlait indirectement tout à l'heure, mais il y a des mécanismes dans la sous-région pour quand même désamorcer ce genre de crise. Il ne faut pas encore attendre une fois que la crise éclate vraiment en plein jour, qu'il y ait des mouvements de foule, les pour, les contre, les rapports de force au Burkina Faso, avant de s'occuper sérieusement de cette question. Le Burkina s'est occupé du Mali à un moment, peut-être que le Mali peut prendre la tête d'une coalition de pays où la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, Ouattara l'a fait plusieurs fois dans d'autres cas, que pour s'occuper de ce problème-là, pour qu'il n'y ait pas une crise qui déborde dans les pays de la sous-région. Il est nécessaire qu'il y ait une stabilité au Burkina Faso et ce n'est pas seulement l'affaire des Burkinabés. La réalisation me fait signe que nous avons Dieudonné Zoungrana en ligne de Ouagadougou. Dieudonné Zoungrana est le directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Sekou Tangara. Maintenant, ça y est, c'est officiel. On peut parler d'échec de ce dialogue politique-là? Alors, Sekou, convoqué le 23 septembre 2014 par le chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré en personne, le poussif dialogue politique inclusif a connu une piteuse fin de parcours le 6 octobre courant. Et pour cause, ça a chopé sur les préalables, ça veut dire que le dialogue n'a même pas eu lieu. Les préalables, c'est quoi? C'est les conditions selon lesquelles les points essentiels seront adoptés ou non. Vous savez qu'il y a 5 points essentiels. Alors, l'opposition voulait que les points non essentiels restent en l'état et la majorité voulait que ces points non essentiels soient remis au président du Faso, qui est en même temps le facilitateur, pour qu'il tranche. Ce qui a fait que le dialogue a connu une fin précoce. Donc, le dialogue n'a même pas eu lieu, la montagne n'a même pas accouché.
elle n'était même pas enceinte. Donc c'est un dialogue qui n'a pas eu lieu en fait. La montagne n'a pas accouché, elle n'était pas enceinte. Dieudonné, à quoi pourrait maintenant ressembler l'avenir politique au Burkina Faso? Et ça, c'est une grande question. Mais ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, on est suspendu à ce que dira le président du Faso. Il est à Taïwan actuellement en visite pour célébrer les 20 ans de coopération entre le Burkina Faso et Taïwan. On attend son retour et je pense que peu ou prou il doit parler parce qu'aujourd'hui on est dans une impasse. Majorité et opposition se rejettent la balle de cet échec et lui qui était facilitateur n'a même pas pu faire grand-chose. Donc nous croyons savoir que peut-être il va dire un mot pour décanter la situation. Merci Dieudonné Zoungrana. Merci Sekou Tangara et bonne soirée. Voilà, Dieudonné Zoungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Monsieur le ministre, l'avenir politique au Burkina Faso cette fois-ci, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Vous savez, étant donné que Zoungrana lui-même qui est sur place ne voit pas d'où viendra l'éclaircie, donc c'est un peu prétentieux de nous de dresser la météo. Mais je veux dire que c'est quand même difficile. Vous vous rappelez certainement, lorsque le président Ouad a voulu postuler pour un nouveau mandat, il a trouvé le subterfuge juridique pour cela. Lorsque vous entrez dans une querelle juridique en disant que, bon, de toute façon, la parole finale va revenir au peuple, vous ouvrez la porte à toutes sortes de possibilités. En démocratie, c'est l'esprit qu'on respecte. Sinon, la lettre est sujette à beaucoup d'interprétations. Or, aujourd'hui, les querelles, c'est sur la lettre. Sinon, si c'était seulement sur l'esprit, je crois qu'il n'y aurait pas eu tout ce remue-ménage. Mais c'est le chemin des orages qui est quand même tracé. Peut-être un orage d'été. Voilà, souhaitons que ça s'arrête aux éclairs. Je voudrais rebondir sur ce que Charles vient de dire. Si éventuellement Macky Sall a dit ça, c'est que c'était inquiétant même pour la démocratie en Afrique. Parce que M. le ministre vient de le rappeler, Macky Sall s'est battu pour contre la révision de la Constitution au Sénégal, pour que l'autre ne remplisse pas. Comme vous l'avez dit, il y a eu des superficies. Mais le Sénégal n'est pas le Burkina Faso. L'avantage des Sénégalais, c'est qu'ils ont un code, comment on appelle, un fichier électoral très très élaboré, où il n'est pas facile de faire beaucoup de magouilles. Et je ne pense pas que ce soit le cas au Burkina Faso, parce que au Burkina, je ne pense pas que le premier combat, et ce n'est pas propre au Burkina seulement, le premier combat des oppositions en Afrique, c'est de se battre pour avoir un fichier électoral très, très propre. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas de Burkina. Pour finir, je dirais que, évidemment, que cette rupture est très inquiétante, mais il ne faudrait pas quand même se dire que parce que Blaise aujourd'hui, le Burkina est incontournable, pour qu'il n'y ait pas d'alternance au Burkina. Je suis désolé. Ok, et une dernière question là-dessus. Je voulais préciser que pour M. Macky Sall, le président sénégalais, les propos lui étaient attribués par la presse et il n'a pas démenti. Donc je ne l'ai pas entendu dire ça. Voilà. Ok, et justement une dernière question là-dessus. D'aucuns diraient que le référendum est démocratique, Serge, que l'autodétermination, si l'opposition pense avoir la majorité des Burkinabés, qu'elle ne doit pas avoir peur d'un référendum, ou bien parce que le pouvoir est là, les résultats peuvent être aussi erronés. L'idéal en fait au Burkina serait d'organiser un référendum, de dire on organise un référendum, qui va gagner, qui va perdre. Bon, ça c'est l'idéal, ça, de consulter le peuple. Mais ce que l'opposition dit, c'est que nous sommes contre l'organisation du référendum parce que à la base, si on organise le référendum, il y aura fraude massive. Okay. Donc voilà, donc il y a un problème de confiance, il y a un problème de confiance entre les deux camps. C'est une question de principe. Tout à fait. Vraiment, il faut respecter la Constitution, point barre. Ok. Deuxième thème de cette émission, Uhuru Kenyatta devant la Cour pénale internationale. La symbolique d'un président africain en exercice devant la CPI a été différemment appréciée. Le compte rendu avec Oussoufou Diagola. Une longue journée de bataille procédurale entre le bureau de la procureure et la défense. De très longues heures, toute la matinée, à faire valoir les arguments. Nous sommes dans une impasse. Le gouvernement kenyan ne veut pas nous donner ce que nous demandons, déclare le représentant du procureur au cours de l'audience pour officiellement faire reconnaître à la Cour que le Kenya ne respecte pas ses obligations légales et justifier ainsi sa demande de nouveau report, faute de preuves suffisantes.
Cette affaire a échoué. Elle a échoué à un tel point qu'il n'y a plus la moindre possibilité d'aller de l'avant, soutient l'avocat de M. Kenyatta qui lance au juge sous le regard de la procureure Fatou Bensouda. Si l'accusation ne le fait pas elle-même, vous devez intervenir et mettre un terme à ces poursuites. L'audience de mercredi, dite de mise en état, a examiné la requête de report de l'accusation ainsi que la demande de la défense d'abandonner la poursuite. Elle a été levée sans fixer la date à laquelle une décision sera rendue. Justement, pour introduire ce chapitre, cette réaction d'un internaute sur la page Facebook de l'émission, Amsala, le pacificateur, qui dit, Monsieur le ministre, Uhuru Kenyatta a infligé une humiliation à ses pairs de l'Union africaine qui se sont battus pour sa cause en décriant l'acharnement de la CPI contre les dirigeants africains. Est-ce que c'est vrai, on peut parler d'humiliation à ses pairs de l'UA? Non, je crois que le terme est un peu fort. Effectivement, je crois en 2009, l'Union africaine avait, dans une résolution, indiqué qu'elle ne respecterait pas, disons, la décision de la CPI de faire comparaître le président El-Béchir et qu'elle n'engagerait qu'aucun État africain ne collaborerait avec la CPI sur ce dossier. Mais je pense qu'il faut regarder la réalité des choses. Je crois que dans la réalité des choses, je trouve que la CPI est très imprudente de s'engager dans une bataille dans laquelle elle n'est pas assurée de remporter la victoire. C'est un peu facile de dire aujourd'hui que le gouvernement kényan fait obstruction, mais c'est la réaction normale d'un gouvernement pour protéger un président en exercice. Donc ne tombons pas dans l'angélisme. Et deuxièmement, je crois que Kenyatta a agi de manière tactique avisée. Il a montré sa disponibilité à se présenter, non pas en tant que président, mais en tant que simple citoyen. Donc il a posé un point de principe avant de se rendre à La Haye. Et deuxièmement, aujourd'hui, il a démontré qu'il y a toutes les chances pour que, disons, cette procédure soit interrompue. Si, effectivement, la CPI n'a pas un sursaut d'orgueil et veut quand même poursuivre, disons, ses enquêtes sans pouvoir fixer une date à laquelle elle aurait gain de cause. Adam, que dire de la symbolique? Est-ce qu'il faut se réjouir qu'un président en exercice soit devant la CPI, ou bien il faut être choqué comme notre téléspectateur Amsala, le pacificateur? La symbolique, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Je crois les deux, qu'un président puisse comparaître devant la CPI pour les raisons que nous savons. La mort d'à peu près 3000 personnes. Et c'est pas mauvais pour la pédagogie, parce que ça veut dire qu'un chef d'État peut comparaître devant en exercice peut comparaître devant la CPI. Mais le fait est que Odinga n'est pas allé là, Uhuru n'est pas allé là pour être gardé. Il savait qu'il revenait et il savait même que ce qui était en cours, c'était le processus de son blanchiment. Et de ce point de vue, ça n'est pas que l'Union africaine est humiliée par Uhuru. Au contraire, le combat de l'Union africaine s'était arrivé à un moment comme aujourd'hui. Mais ce que je veux dire simplement, c'est du Burkina comme du Kenya. L'Occident se méfie simplement parce que le Kenya est à l'Afrique de l'Ouest. Elle est à l'Afrique de l'Est, ce que le Burkina à l'Afrique de l'Ouest. Donc un pôle de stabilité. On n'aimerait pas déranger effectivement le dispositif actuel, parce que le dispositif actuel dérangé veut dire que la majorité Kikuyu se retrouve gouvernée par les Luo, etc. Donc ça, ce n'est pas absent des préoccupations de cette aventure. Adam Andramé, moi je crois qu'il est parti avec un calcul bien simple, en sachant une chose: pour qu'on puisse le poursuivre, il faut les preuves. Et ces preuves, M. le ministre l'a rappelé, le gouvernement kenyan fait tout pour que ça ne soit pas fait. Et la CPI a demandé deux choses: les relevés de compte de Kenyatta, et puis c'est tout téléphonique. Et ça, c'est les seules les preuves que la CPI est en train de chercher, mais qu'elle ne trouvera pas. Donc Kenyatta, en partant à la CPI, c'est que d'abord, l'accusation, je peux dire les victimes, eux-mêmes ont demandé le rapport sine-die de ces trucs, parce qu'en se disant que tant que les mecs sont au pouvoir, ils ne pourront rien faire. Donc je crois qu'il y est allé
avec un calcul. Pas en tant que président, comme il a dit, mais en tant que chef citoyen. Le président Kenya est parti devant les juges de la Haye parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester là-bas. C'est clair. Il n'est pas Gbagbo. Il n'est pas Gbagbo. Et si vous voyez, il a eu un traitement de faveur, parce que sur les images que nous avons vues tout à l'heure, il n'y avait pas de garde du corps derrière lui, comme pour Gbagbo, comme pour Taylor, comme pour M. Blé Goudé. Je suis tenté même de parler d'un traitement de faveur, comme s'il y avait une espèce de gentleman agreement entre les éléments de la Cour et le président kenyan, ou de son gouvernement, pour dire, bon, venez, on va vous, pas qu'on va vous blanchir, mais venez pour qu'on discute, pour qu'on mette un terme à ce procès. L'image est quand même forte. Oui. Si vous demandez à d'autres présidents africains aujourd'hui de se rendre là-bas, ils préfèrent aller à Bamako que d'aller à La Haye. Oui, monsieur le ministre, il y a eu ce débat par rapport à la CPI. Certains Africains parlent même souvent de CPA, Cour pénale africaine. Quel est votre point de vue là-dessus? Puisque souvent, si ce n'est pas la Cour pénale internationale, on n'est pas sûr que justice soit faite pour justement certains de ces peuples africains-là. Un commentaire personnel là-dessus? Oui, moi très sincèrement, en tant qu'Africain, je ne suis pas à l'aise de voir que actuellement, il y a 6 personnes détenues au niveau de la CPI. Et ces 6 personnes sont africaines. Et il y a 5 personnes qui viennent de RDC. Il y a des personnes compromises dans la mobilisation d'enfants soldats. Et il y a le cas Bamba. Et le dernier détenu est l'ancien président Gbagbo. Donc je crois que la CPI, à mon avis, joue la facilité. Et que, par exemple, les problèmes qu'on lui... les résultats qu'elle est en train d'obtenir sont, par exemple, mineurs par rapport à ceux dont elle bénéficie comme moyen. Vous avez 800 personnes qui travaillent pour la CPI. Vous avez 100 millions de dollars de budget annuel. Et elle est entrée en fonction en 2002, après que le seuil de ratification du statut de Rome ait été atteint. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a que 6 personnes. Et il y a plein d'enquêtes pendantes. Donc je crois que la CPI est allée vers une forme de facilité. Et malheureusement, elle a ciblé des situations africaines. Adam Thiam, la CPI aussi, c'est l'échec des mécanismes africains de jugement de nos dirigeants, on peut le dire aussi. Si nous-mêmes on était capables de juger nos despotes, de juger nos dictateurs, on ne serait pas là. Oui, je crois qu'il y a plus d'Africains simplement parce qu'en Afrique, il y a le plus de crimes contre l'humanité, etc., le crime que la CPI juge. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les commet pas ailleurs. Par exemple, on savait que la Birmanie était un cas où, effectivement, la CPI pouvait être saisie. On sait, effectivement, que les abus de Bush en Irak pouvaient, effectivement, l'amener à la Haye, à la CPI, sauf que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome et que, bon, pour ce qui est du vécu, des urgences, franchement, c'est en Afrique qu'il y a le plus de crimes, à mon avis, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Troisième thème de notre débat de ce dimanche, la mission du Fonds monétaire international au Mali suite mais pas fin, comme demandé le bureau du vérificateur général et la section des comptes de la Cour suprême viennent de publier des rapports, des documents dont certains accablent encore une fois le gouvernement malien et revoient même à la hausse les montants surfacturés ou détournés. Monsieur le ministre, on n'est pas sûr d'en finir avec cette affaire qui va de rebondissement et en rebondissement. Dans le dernier rapport, par exemple, on parlait de 29 milliards de surfacturation. Aujourd'hui, on est à 38, selon le rapport du bureau du vérificateur général. Oui, disons que moi je pense que l'essentiel, c'est de démontrer déjà qu'au niveau du Mali, il y ait la possibilité d'enquêter de manière approfondie sur des dossiers extrêmement délicats et que les rapports du bureau du vérificateur, les rapports de la section des comptes de la Cour suprême ont permis de déceler de très graves irrégularités.
Et au moins ce que les deux instances ont reconnu, c'est qu'elles ont pu enquêter, disons, sans avoir été contrariées dans leur travail. Donc ça, je pense que ça, c'est voir le côté positif de ce qui nous arrive. Maintenant, le côté extrêmement négatif, c'est que effectivement, cela concerne un domaine aussi délicat que la défense dans une situation où notre pays a, disons, comme souci majeur de défendre son intégrité territoriale, a le souci de sécuriser ses populations et donc trouver le département le plus impliqué dans cela, être sous le feu des projecteurs n'est pas une situation, disons, agréable pour un citoyen malien. Le problème, c'est qu'il faut aller de l'avant. Maintenant, on sait tout ce qui s'est passé. Hein. On sait par exemple que, le rapport ne le dit pas, mais à ce stade-là, on peut dire les choses clairement. L'avion du président ATT avait des papiers. On a acheté un deuxième avion le 10 février 2014 à 41 250 000 $. Le rapport de la Cour suprême le dit avec précision. Le marché a été fait de gré à gré. Le rapport dit il n'y a pas eu le visa du contrôleur financier, mais le rapport dit également on aurait pu faire un appel d'offres, lancer un appel d'offres en shortlist. Ça, c'est clair. Donc, il y a irrégularité. Donc, c'est clair. Mais l'avion est là maintenant. Il faut évoluer. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui, par exemple, que sur le dossier de l'avion présidentiel, s'il y a des irrégularités, qu'on saisisse rapidement la justice. Ça me semble fondamental. Ensuite, le contrat de vente de l'avion a été rédigé en anglais, alors que la langue officielle du Mali, c'est le français. Donc, il y a des irrégularités. Il faut avancer, amener le dossier devant la justice. Dans le marché de l'armement, pour résumer, il y a deux marchés. Il y a le marché de Gosta dont on a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que l'État malien n'a pas déboursé un seul franc CFA sur le marché. La garantie financière de 100 milliards de francs CFA que l'État a mis à la disposition de la banque, le rapport dit qu'il faut immédiatement annuler cette garantie-là. Donc ça, c'est encore un effort. Maintenant, il est évident que vous avez des ministres, des hauts cadres qui ont signé des documents. Est-ce qu'il fallait qu'ils signent ces documents? Il faut maintenant, pour moi, que la justice se saisisse de l'affaire et qu'on aille plus en avant, qu'on ne se limite pas à ce rapport en disant on a sorti un rapport et que tout est terminé. Adam Cham et ensuite Adam Andramé. Sur ces rapports-là. D'abord, moi, je remarque que le principe sur lequel on s'est basé pour faire l'article 8, qui est l'accord, enfin le secret de défense, c'est parti. Hein, c'est parti. On en sait plus aujourd'hui. Que si, par exemple, ils avaient fait un shortlist pour prendre 3 ou 4 intermédiaires. La deuxième chose, c'est j'ai l'impression qu'on a violé un principe sacro-saint de l'audit, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu au Mali, c'est en fait des interprétations à partir de rapports provisoires. Je ne sais pas comment ça c'est possible. Ça veut dire simplement que nous avions le couteau vraiment à la gorge. Et donc ce n'est pas un exercice de bonne gouvernance, un exercice pédagogique que le gouvernement nous propose là. Au contraire, c'est parce qu'il n'a pas le choix que nous nous sommes trouvés dans cette situation. Mais nous aurions pu l'éviter. Et c'était clairement mentionné dans les rapports de la section des comptes, c'est que l'urgence ne peut pas être invoquée pour les deux marchés qui sont incriminés. L'urgence ne peut pas être invoquée. Oui, on aurait pu effectivement faire une offre restreinte. Le fait de dire qu'on n'a pas perdu d'argent, je ne sais pas, mais il y a quand même eu une garantie de l'État de 100 milliards. C'est quand même... C'est important. Oui. La Cour suprême demande qu'on annule immédiatement la parole, Dramé. Alors, ça, c'est très important. Est-ce qu'on aurait dû non, moi, je ne dis pas qu'on aurait dû. Je fais un résumé du rapport. Et c'est pour ça que je dis à Adam que le problème n'est pas résolu maintenant. On a le rapport, il faut aller de l'avant, qui doit être présenté devant la justice, qui ne doit pas être devant la justice. Il ne faut pas qu'on publie un rapport et qu'on dorme sur le rapport. C'est ce que je voulais. D'accord, on va y revenir. Adam Andramé, par rapport à ce deux rapports, je crois que tout a été dit, mais le plus important, c'est qu'il faut que cet avion revienne dans le patrimoine du Mali, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous parlez de quel avion? L'avion présidentiel actuellement. Il y a deux avions présidentiels. Non, l'aspect présidentiel actuel de M. Ibeka. Donc, il faudrait que cet avion revienne dans le patrimoine malien
Parce qu'aujourd'hui, il est immatriculé PK. C'est pas l'avion de M. Bika, c'est l'avion du Mali. Il m'a dit parce qu'il y a des présidents. De toute façon, celui qui voyage dedans, c'est pas moi. Mara voyage aussi dedans. Donc, il faudrait... Comment on peut me dire que c'est pas l'avion? On laisse Adama Dramé terminer. Il faudrait que cet avion revienne dans le patrimoine. Et le rapport l'a bien dit. Le rapport provisoire du vérificateur, c'est pas encore sorti, peut-être officiellement demain. Le rapport a dit l'immatriculation preuve de propriété, des titres de propriété. C'est très clair. Et en matière d'aviation civile, c'est comme ça. Maintenant, par rapport à Diostar, moi je crois que la Cour suprême, elle est allée un peu trop loin. Parce qu'elle ne peut pas demander l'annulation de cette garantie-là. Cette garantie, c'est grâce à cette garantie-là qu'aujourd'hui, la Banque Atlantique a déboursé 50 milliards. Mais vous croyez que et on lui demande à cette banque de revenir mais c'est trop facile. C'est trop facile. Je crois que là, c'est parce que le FMI a demandé à ce que ce soit annulé. Là, les autres ont été annulés. Et même là, il y a un problème. Parce que quand vous donnez un marché à quelqu'un, mais il va sur le marché bancaire, il prend des crédits, mais tout ça, on ne peut pas les annuler comme ça, c'est trop facile. D'accord. C'est parce que ça veut dire tout simplement que nos cadres, nos ministres n'ont pas été responsables. Il faut le dire très clairement. D'accord. Maintenant, on va laisser Dramé terminer. Il va conclure très rapidement pour ne pas monopoliser. Rapidement, il faudrait que les gens soient arrêtés. Et là, je suis entièrement d'accord avec Cherche. Et c'est l'une des prérogatives l'une des décisions du FMI qui dit que tant que ces gens ne seront pas arrêtés, il n'y aura pas de réponse. Ça, c'est clair. Ok. Adam Cham. Non, moi, je reste blessé dans ma dignité de Malien de voir que tout ça, qui est une très bonne chose au niveau pédagogique, et résulte d'un diktat de l'extérieur. Mais revenons même aux surfacturations. Je ne sais pas en économie libérale ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, ces marchés-là, où il n'y a pas de mercurial produit par le ministre des Affaires étrangères, où les prix ne sont pas forcément homologués. Alors, on se retrouve en train de dire que c'est une surfacturation. Je ne sais pas sur quelle base. J'aurais eu tendance à penser qu'il y a surfacturation lorsque le prix lorsque le prix payé par l'État est supérieur au prix qu'il y a sur le proforma. Et là, ils ont été clairs. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont été clairs. Oui. Ils ont pris le prix des fournisseurs. Le prix auquel les fournisseurs ont vendu et ont donné ces trucs-là à Diostar. Comme on est en économie libérale, alors l'État a accepté les prix sur la base d'un proforma. Je ne sais pas si on peut parler de surfacturation. Et je ne sais pas si on doit refuser de payer pour ce motif. Et je ne sais pas, j'ai entendu le Premier ministre dire fièrement qu'il a annulé pour 70 milliards de contrats. Okay. L'État ne peut pas se prévaloir de cette turpitude, ce n'est pas possible. Et si je dois choisir entre l'État malien et le citoyen malien, je choisis le citoyen malien. Donc je ne vois pas pourquoi on peut annuler le contrat de 70 milliards, sauf s'il y a des irrégularités. On ne peut pas les résilier parce qu'on n'a plus d'argent ou parce que le FMI l'a demandé. D'accord, c'est pour cette raison que je dis que la justice doit se saisir de l'affaire. Vous savez que le ministère de la Défense a annulé 11 à 15 marchés. J'ai retrouvé un de ces marchés. Vous avez un document de Sinotroc Import-Export, ça c'est une société chinoise, qui fait en équipement une facture pro forma de 1,355 million $. Ça fait environ 600 à 700 millions de francs CFA. Et vous avez la société qui correspond avec cette société chinoise, donc son partenaire, qui fait une facture de 3 milliards 990 millions de francs CFA. Donc vous avez 600 millions de francs CFA que propose la société qui livre le matériel, et de l'autre côté, vous avez 3 milliards de francs CFA. Ça, c'est un problème de justice, Adam. C'est-à-dire que ces dossiers, on doit tout simplement envoyer ces dossiers à la justice. D'accord, rapidement, avant que je fasse réagir, Monsieur le ministre, par rapport à un autre volet de ce chapitre. C'est que quand tu as des intermédiaires
quand tu as des intermédiaires, rien n'obligeait l'État à recourir aux intermédiaires pour tous les marchés qui sont passés. Ouais, quand tu recours... oui. Je crois qu'il y a des sociétés de la place, d'accord, Watt Motors pour ne pas le citer, qui pouvaient fournir des camions militaires. Ok. Donc, uniquement destinés à l'armée. D'accord. Je voulais dire, mais juste pour terminer. 30 secondes, oui. Quand tu recours à des intermédiaires, c'est difficile de venir parler de surfacturation. Mais quels que soient les Ok, intermédiaires, monsieur le ministre, est-ce que tout cela, s'il vous plaît, monsieur le ministre, est-ce que tout cela ne va pas plomber les efforts de sortie des crises, puisque là on est en train d'aller vers un autre imbroglio, un autre feuilleton, les fournisseurs qui vont attaquer l'État en justice. Est-ce que le Mali, à ce stade actuel, avait besoin de ça? Est-ce que ça ne va pas plomber les efforts de sortie des crises, puisqu'on n'est pas encore sorti de crise? Oui, mais je pense qu'autour de cette table, je pense que l'avis est unanime. Il y a eu l'annonce qui a produit un effet de choc. Et comme on l'a dit, ce sont des rapports provisoires sur lesquels il y avait pratiquement un deadline pour la production de ces rapports. Donc les rapports sont inévitablement incomplets. Ils signalent les irrégularités. Et il faut effectivement investiguer sur les raisons et sur les auteurs de ces irrégularités. Et il faut effectivement éviter de réagir, de porter des jugements à chaud et excessifs. Parce que l'essentiel, c'est que, comme Serge l'a dit, que la justice passe. Que l'investigation soit possible. Parce que je voulais attaquer pour une fois Adam. Parce que Adam parle des intermédiaires. Quand quelque chose coûte 600 millions, quel que soit l'intermédiaire, et qu'on te dit de payer 3 milliards de francs CFA, mais c'est un voyou, c'est un alors, tu as un État, tu as les moyens de vérifier à la source. Oui, absolument. Tu as un État, tu as les moyens de vérifier à la source les prix. Mais voilà le problème. Vous allez avoir la parole. Tu es un État, tu veux garantir non seulement le secret défense, donc c'est plus facile de ne pas recourir aux intermédiaires à ce moment, mais tu peux vérifier les prix à la source. Je ne vois pas vraiment... Moi, je vais vous expliquer un truc très simple. J'ai vu un de ces fournisseurs qui m'a dit un problème très simple. Moi, j'ai facturé mon truc à 600 millions, à 10 milliards. On m'avait demandé, c'est-à-dire c'est les ministres, c'est peut-être les gars du finance, c'est peut-être que le truc qui donne le marché des États, etc. On m'avait demandé de facturer ça à 25 milliards. Il ne peut pas, il a dit qu'il ne pouvait pas, mais ce marché-là, il n'a pas eu. Parce que si ils avaient trouvé quelqu'un qui allait facturer à 25 milliards, mais c'était partant, ils sont partants. Ok, des réactions qui fusent sur la page Facebook de l'émission. On a cette réaction de Anta Bari. Toutes ces affaires doivent être tirées au clair, les responsabilités doivent être situées et les sanctions doivent tomber. Est-ce que tout cela ne met pas à nu peut-être la qualité, la valeur de nos cadres, au moment où le pays est en train de se débattre dans des crises, au moment où on a besoin d'hélicoptères de combat, de chars, de BRDM, il y en a qui trouvent l'idée ingénieuse de voler, de piller les maigres ressources de l'État. Force doit revenir à la loi, le président doit sévir, Adama Dramé. Il doit sévir, mais je crois d'autant que 2014 est année de lutte contre la corruption. Il va avoir énormément de problèmes pour sévir également, parce que ce sont ses plus proches collaborateurs qui sont touchés dans cette affaire-là. Adam Thiam, la suite a donné à tout ça. Oui, non, mais c'est quand même, effectivement, moi je me souviens, nous étions, il y a quelques années, en train d'attaquer l'armée pour ses replis stratégiques, etc. C'est douloureux de voir que autant d'argent qui pouvait aller au renforcement des capacités de notre armée nous échappe et part dans des poches individuelles. Et je pense donc que de ce point de vue, vraiment, la pédagogie doit être cette fois-ci de sévir sans pitié. On n'a même pas le choix. C'est une exigence. On n'a pas le choix parce que nous n'aurons pas un sous-troué sans cela. Et je ne sais pas si la justice est aussi intègre que ceux qui ont pris, par exemple, les pots de vin, mais logiquement, elle devrait pouvoir tirer cette affaire au clair. En tout cas, c'est une exigence. Le président de la République a placé l'année 2014 sous le signe de la lutte contre la corruption. Donc, il sera pris au mot. De toutes les manières, quand on va attendre 2 semaines, on va attendre 3 semaines, puisqu'il a dit, d'après ce que je sais, d'après des propos de diplomates, qu'il ne va protéger personne dans ces dossiers-là, on va voir ce qu'il va faire. Il faut que la justice fasse son travail. D'autant plus qu'Adam l'a dit tout à l'heure, ce qui était important, c'était d'acheter du matériel militaire pour défendre un pays.
et donc acheter du matériel militaire pour défendre un pays, et certains se trouvent le bonheur d'aller quand même détourner de l'argent, de faire de la surfacturation. Et les 15 marchés annulés par le ministère de la Défense, c'était un marché de, vous l'avez dit tout à l'heure, ça faisait 70 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA. Mais on en a besoin, mais pourquoi, Adam, il ne respecte pas la procédure? Pourquoi gonfler les chiffres? Franchement, il y a aussi un peu de diversion. On avait demandé d'investiguer dans 2 affaires. Et ceux qu'on entend le plus dans les rues de Bamako, c'est les marchés annulés, c'est les marchés de Sonotruk, mais les investigations ont porté sur l'avion présidentiel. Il faut tous savoir, sur l'avion présidentiel et sur le contrat de Gostar. Okay. Mais après, le reste, on verra. D'accord, on va évoluer dans l'émission pour parler du dernier thème, peut-être vers la révision du mandat de la MINUSMA. Le souhait a été formulé officiellement par le chef de la diplomatie malienne cette semaine. Abdoulaye Diop a demandé au Conseil de sécurité plus d'engagement et d'efficacité de la part des troupes de la MINUSMA. Monsieur le ministre, aujourd'hui on peut peut-être dire que la MINUSMA n'a même pas le choix par rapport à la recrudescence des attaques contre les éléments sur le terrain. Aujourd'hui, il faut aller vers plus de robustesse, d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, les djihadistes. Oui, non, je crois que vous avez parfaitement bien posé le problème en disant qu'elle n'a plus le choix. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle soit beaucoup plus rapide que dans un cas précédent qui est celui de la République démocratique du Congo, où il y a eu un très long pourrissement de la situation, une montée des groupes armés, pratiquement la déstabilisation de tout, qui menaçait de s'étendre à la région des Grands Lacs. Et c'est à ce moment que l'ONU, le Conseil de sécurité, a demandé à la MONUSCO d'évoluer vers une forme exceptionnelle pour 1 an. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le parallèle entre les 2 situations, il est très évident. Il y a effectivement l'apparition de groupes armés qui mettent en danger la stabilité nationale. Il y a le comportement de ces groupes armés qui relance la possibilité d'une déstabilisation de la sous-région. Et il y a en face d'eux une MINUSMA dont le comportement est pour le moins frileux dans des zones extrêmement sensibles. Oui, Serge, sur le terrain à Kidal, les attaques sont plus affinées, plus droites. Les djihadistes affrontent maintenant la MINUSMA. C'est évident. De manière directe. Et la première observation que je vais faire, c'est que l'armée malienne n'est pas à Kidal. Et officiellement, quand vous entendez sur les ondes ou vous lisez la presse, on vous dit que c'est le MNLA qui contrôle Kidal. Vous voyez que le MNLA ne contrôle rien. Enfin, moi, je l'avais dit depuis. Ce sont les islamistes qui contrôlent le nord du Mali. Ce ne sont pas d'autres personnes. Vous avez ce que Adam Thiam a l'habitude d'appeler les faux nés des djihadistes et les vrais djihadistes. Ce sont les vrais djihadistes qui ont tapé. Ils sont aujourd'hui maîtres de Kidal. Ils sont aujourd'hui maîtres d'une partie des 3 régions du nord du Mali. Donc forcément, il faut des moyens robustes. Ce qui m'a pas déçu, mais ce que j'ai retenu, c'est que M. Latsou, qui est le représentant, le secrétaire général adjoint de l'ONU qui était là, il n'a pas accepté le mandat robuste. Il a dit, de toutes les manières, le mandat actuel est robuste. Donc, en fait, on ne satisfait pas pour le moment à la demande du Mali. En revanche, ce qu'on apprend, c'est que les Néerlandais qui sont là, qui ont des forces spéciales, pourraient monter à Kidal bientôt avec des avions Apache. On apprend également que puisque l'OTAN a du matériel en Afghanistan qui va partir de là-bas, que ce matériel pourrait venir au nord du Mali avec des Salvadoriens comme militaires, des tireurs d'élite. Mais tout ça, c'est encore dans des suppositions, etc. Mon sentiment, c'est que la communauté internationale sous-estime la situation dans le septentrion du Mali. Adam, il y a même un cynisme dans l'enchaînement. L'autre jour, on n'avait pas fini de pleurer les 9 casques bleus nigériens, que le lendemain, c'est un soldat sénégalais qui a été assassiné. Il y a même un cynisme dans le mode, dans l'enchaînement des choses. Et moi, je pense franchement qu'il y a maintenant dans le mandat de la MINUSMA suffisamment de raisons pour agir. Le problème de la MINUSMA, c'est peut-être les capacités, valeurs militaires. Je crois que les armées africaines, peut-être à l'exception du Tchad, sont logées à la même enseigne. Et puis, problème d'équipement. Parce que ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de guerre frontale, il n'y a pas eu de bataille frontale. Les agents de MINUSMA sont morts soit dans les mines, soit dans les embuscades, soit dans le tir des roquettes, etc. Donc ça pose un problème de moyens aériens, de surveillance et de qualité du renseignement d'abord. Mais je pense effectivement qu'il n'y a pas de problème
avec le mandat de la MINUSMA, je crois que le problème de la RDC était corrigé déjà pendant qu'on prenait ces résolutions, parce qu'on a dit que oui, avec la rébellion politique on négocie, mais avec les djihadistes on les traque. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est d'entendre De Sousse appeler lui-même les groupes armés à Alger à la sincérité, en déplorant effectivement que pendant qu'on négocie à Alger, on est en train d'attaquer la MINUSMA au Mali. Cela veut donc dire qu'il y a un problème avec cette résolution et que peut-être il faut aller à la requalification du MNLA simplement comme groupe terroriste pour que le problème soit clairement posé, quoi. Adam Dramé. Moi, je pense que, contrairement à ce qu'Adam Chama dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Le mandat de la MINUSMA n'est pas un mandat robuste. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont des problèmes. Maintenant, le Conseil de sécurité est obligé de choisir de deux choses l'une. Soit on renforce ce mandat, ou bien des gens se placent. Par exemple, les Sénégalais, ils l'ont dit, ils vont obliger de deux choses l'une. Soit de se retirer carrément de la MINUSMA, soit de riposter. Et là, ça risque d'avoir des dérives. Ce qui est sûr et certain, ce mandat, il faut le revoir. Okay. Et il est grand temps. Oui, monsieur le ministre. Oui, je crois qu'il faut insister sur le fait que l'ONU a parfois une lenteur à réagir. La situation était vraiment extrêmement pourrie en RDC avant que le mandat soit renforcé. Et c'est parce qu'il y avait des forces zambiennes qui étaient fatiguées de subir et qui à ce moment se sont déployées à l'intérieur du nouveau mandat qu'effectivement il y a eu une riposte adéquate qui a été opposée aux groupes armés. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une application sévère du cessez-le-feu qui confine pratiquement l'armée malienne même dans des garnisons comme celle de Tessalit, comme celle de Minenaka et celle de Aguelok avant qu'elle ne soit dégagée, laisse le champ libre aux groupes armés. Lorsque vous écoutez les populations de Kidal, vous entendez même que au niveau de la MINUSMA, qui a la charge de protéger les populations, ça ne le conteste pas, il n'y a même pas ce travail de patrouille régulière autour de Kidal. Donc il faut obligatoirement faire passer l'action de la MINUSMA à un stade supérieur. Sinon, est-ce que tout cela est de bon augure pour parler d'Alger? Ça se complète. Parce que vous savez, le pourparler d'Alger ont pour finalité, je crois, de mettre fin définitivement à une ambiguïté. Je cherche à parler des faux nés, des terroristes et des vrais terroristes. Lorsque vous signez ce genre de traité de paix, vous choisissez carrément votre camp et vous vous impliquez pour qu'une solution pérenne soit trouvée au problème malien. Et cette solution pérenne passe par la neutralisation des djihadistes qui sont en train de revenir. Oui. Non, mais je voulais dire, c'est vrai, hein, partout où les Nations Unies ont été, il y a eu ce genre de problème. Et franchement, si vous regardez très bien, au Rwanda, les Pakistanais étaient même partis pour le perdième. Oui. Alors, donc, la MINUSMA ne peut pas être l'alternative à l'armée malienne. Nous ne nous en sortirons qu'avec une armée malienne outillée, bien formée, avec les équipements qu'il faut. Ce n'est pas la MINUSMA qui sauvera ce pays. Et justement, un tour sur la page Facebook, Abdraman Ben Mamata Touré qui dit: point besoin de changer le mandat de la MINUSMA, il faut intégrer l'armée malienne dans les patrouilles mixtes avec les autres pays présents. Cela permettra de les outiller et de redorer leur image auprès des autres pays africains qui pensent que leurs soldats sont en train de mourir à la place des Maliens. Monsieur le ministre, peut-être le dernier mot de l'émission avant de conclure. Pourquoi vous préférez le ministre c'est pas tous les jours. On vous laisse le dernier mot. Il va nous parler d'Alger. Non, je suis entièrement d'accord avec les collègues qui disent que de toute façon, la sécurisation de notre territoire nous revient en fin de compte. Je dis que, mais avant qu'on sorte de cette situation vraiment préjudiciable même au déploiement de l'armée malienne, il faut au moins ce durcissement cette robustesse supplémentaire à la MINUSMA. Et vous l'avez souligné, les meilleurs contingents africains qui sont ici ploient sous pratiquement les limites d'action qui leur sont imposées. Donc, on souhaite vraiment que, d'abord,
l'armée malienne puisse revenir dans le jeu, parce que quoi qu'on puisse dire, au moment où elle avait la liberté de faire des patrouilles, elle a sécurisé une bonne partie du territoire. Et je pense que on se rejoint tous autour de cette table en disant que la mission finale de sécurisation de notre pays, personne ne la fera à part nous-mêmes. Oui, l'armée malienne doit revenir dans le jeu. Elle en a la capacité, les hommes valables. C'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Aram Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Gaussou Drabo, journaliste, ancien ministre de la Communication, Adama Dramé du Sphinx et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue sur la page Facebook de l'émission et à la semaine prochaine.